Bonsoir, voilà, on commence pile à l'heure finalement. Écoutez, je suis heureux de vous retrouver aussi nombreux malgré le froid et malgré les vacances scolaires. Donc le cours de cette année va porter sur l'homme prédateur. C'est le titre que j'ai donné à l'ensemble du cours. Alors je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'un cours de féminisme radical, mais de s'intéresser au comportement de chasse et de prédation chez les hominines. On a déjà beaucoup parlé d'alimentation et en particulier de la nécessité pour les hominines à grand cerveau de se procurer de la nourriture avec une haute qualité énergétique. Et cette nourriture, pendant toute l'évolution humaine, elle a été essentiellement trouvée dans la viande et les graisses. Et donc, je voudrais, pendant ces 6 cours qui vont suivre, explorer différents aspects de cette question. Alors, il n'est pas question pour moi de faire un cours d'archéozoologie, parce que c'est une science très complète et il y a de nombreux aspects qui sont étudiés par les spécialistes qui analysent les restes osseux dans les gisements archéologiques. Je voudrais plutôt m'intéresser à l'origine de ces comportements et puis à certains aspects, à la fois sur le plan biologique, sur le plan comportemental et aussi sur le plan social de ces comportements de prédation. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la consommation de viande et la chasse chez les grands singes. Vous verrez que ce terme de grand singe, en réalité, pratiquement, va essentiellement désigner le chimpanzé commun, qui est l'espèce qui est la plus impliquée dans ces comportements de chasse, mais d'autres espèces d'hominidés et même de primates consomment de la viande. La semaine prochaine, nous intéresserons à l'origine des comportements de chasse avec des questions autour notamment du charognage, de l'accès à des carcasses disputées à des grands carnivores ou abandonnées par eux, et puis graduellement au développement de différentes techniques de chasse pendant les temps paléolithiques. Ensuite, nous nous intéresserons à ces adaptations biologiques à la prédation et à la consommation de viande. Alors, les adaptations biologiques à la prédation, ça va être surtout des adaptations à la poursuite du gibier. Et vous vous souvenez que l'homme est un primate qui est adapté à la course bipède et à la course d'endurance sur de longues distances, ce qui a entraîné de nombreux aménagements de notre anatomie et de notre physiologie. Et puis alors, évidemment, il y a l'aspect aussi consommation de la viande avec des implications sur le système digestif en particulier. On s'intéressera ensuite au rapport entre les hominines et les carnivores, en particulier les grands carnivores, avec la question qui se pose de savoir si l'homme a vraiment toujours été un chasseur ou s'il n'a pas été aussi un gibier pour les carnivores. Il y a une concurrence entre différentes espèces et les hommes ont à l'occasion consommé des carnivores et ont été consommés par les carnivores. Vous avez à droite là un fémur qui vient d'un gisement marocain que je connais bien et qui a manifestement été rongé consommé par un carnivore de bonne taille, probablement une hyène. Et puis, enfin, on s'intéressera aussi à d'autres types de viande, si on peut parler de viande, en tout cas de protéines animales, trouvées dans le milieu aquatique. Et ce milieu aquatique, on a longtemps cru que c'était
un environnement qui avait été exploité par l'homme seulement récemment. Et en fait, on a aujourd'hui de bonnes raisons de penser que c'est quelque chose de beaucoup plus ancien, qui remonte au moins à 2 millions d'années. Alors quand on parle de nourriture aquatique, on parle évidemment de poissons. C'est un magnifique poisson-chat sur cette image, mais il y a aussi toutes sortes d'animaux qui vivent dans le milieu aquatique, et en particulier les coquillages qui sont plus faciles à capturer, si je peux dire, que des vertébrés. Et là encore, on a maintenant des traces de consommation de coquillages qui sont beaucoup plus anciennes que ce que l'on croyait. Et puis enfin, pour terminer, je m'intéresserai aux implications sociales, comportementales de la chasse et de la consommation de viande, tout ce qui tourne autour de la question du partage de la nourriture en particulier, qui est quelque chose de vraiment spécifique à l'homme, et puis aussi la question de la division sexuelle des tâches, de savoir est-ce que les femmes ont participé à la chasse ou pas, et du moins ce qu'on peut dire sur ces questions-là. Alors voilà, c'est le programme que je vous propose pour le mois et demi qui vient. Et pour commencer, donc, nous allons nous intéresser aux grands singes et à leur consommation de viande. Et la question, évidemment, qui se pose quand on parle de cette consommation de viande, dans le fond, c'est de se dire, en fait, pourquoi manger de la viande pour un primate, hein? Vous allez voir que ces primates, au départ, sont quand même essentiellement végétariens. Alors, j'ai lancé sur cette page de texte quelques idées sur pourquoi est-ce qu'on mange de la viande, et j'ai voulu commencer quand même parce qu'on aime ça, hein. Et alors, il y a quand même beaucoup de monde qui aime manger de la viande encore. Et d'ailleurs, à l'échelle mondiale, la consommation de viande ne cesse d'augmenter, avec un certain nombre de problèmes économiques, environnementaux, qui sont liés à cette appétence des hommes pour la viande, surtout pour ceux qui n'en mangent pas souvent. Mais vous allez voir que des grands primates, les chimpanzés en particulier, mais aussi d'autres primates, manifestement aiment la viande, aiment manger de la viande, même si ça n'est pas absolument indispensable à leur biologie. La viande et les substances qu'elle contient représentent une nourriture qui est extrêmement riche en énergie, et c'est probablement une des raisons de l'appétence que nous avons et d'autres primates ont pour la viande. C'est une façon, j'allais dire, concentrée d'absorber de la nourriture et d'acquérir beaucoup de calories. En particulier, la viande, dans notre esprit, souvent, c'est la viande rouge, hein, c'est le muscle. Dans les temps anciens, ça n'était pas forcément cette partie-là des proies qui était la plus convoitée, et notamment les matières grasses animales ont été consommées de façon très très intense. Alors aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions à propos des acides gras saturés, hein. Vous lirez partout qu'il ne faut surtout pas trop en manger. Mais encore une fois, il ne faut pas trop en manger quand on en a beaucoup à sa disposition. Quand on n'en a pas du tout à sa disposition, on est très très content d'en avoir. Et ces acides gras saturés sont en fait une source d'énergie pour l'organisme très importante. Et puis la viande contient aussi, en plus de ces protéines, de ces matières grasses, des éléments qui sont sinon introuvables ailleurs, mais du moins rares, et qui sont concentrés dans les tissus animaux et accessibles directement quand on peut les consommer, en particulier des acides aminés essentiels. Alors ces acides aminés, vous vous souvenez certainement, ce sont les briques qui permettent de construire des protéines, et ces molécules, pour un grand nombre, peuvent être synthétisées
par notre organisme, mais pas tous. Donc il y a un certain nombre d'acides aminés qu'on appelle essentiels. Pourquoi essentiels? Justement parce qu'on ne peut pas les synthétiser, et donc il faut les trouver dans l'alimentation tout fait, de façon à pouvoir les utiliser pour fabriquer des protéines. On trouve aussi dans la viande des vitamines, et notamment la vitamine B3. On trouve aussi du fer sous une forme qui est facilement assimilable. Alors, on trouve aussi du fer dans des aliments végétaux, mais d'une façon générale, le fer qui est dans les aliments végétaux, je mets de côté les épinards, dans lesquels il n'y a pas tant de fer que cela. Mais donc le fer qui est dans les aliments végétaux est plus difficile à absorber. Et le fer, c'est un problème. La déficience en fer, c'est quelque chose d'assez sérieux quand on y est exposé. Et puis on trouve aussi des molécules très particulières, en particulier des acides gras oméga 3 et oméga 6, pour lesquels nous avons de faibles capacités de production avec notre organisme. Et en particulier, il y en a un qu'on appelle le DHA, qui est un acide gras qui est absolument indispensable pour la croissance, le développement de notre système nerveux, de notre cerveau en particulier. Et vous vous souvenez que, justement, ce qui caractérise l'homme, c'est le fait d'avoir un grand cerveau par rapport à d'autres primates, et un cerveau qui est devenu de plus en plus grand au fil du temps. Et donc, il y a eu certainement une pression pour aller rechercher ces acides gras oméga 3 dans l'alimentation. Alors, à ces bénéfices, je dirais, biologiques, la consommation de viande, s'ajoute aussi quelque chose qui est, à mes yeux, assez important. C'est ce que j'appellerais des bénéfices sociaux de la chasse coopérative et du partage, que ce soit un partage passif ou actif de la viande. On va en parler un petit peu à propos des grands singes, mais vous verrez qu'il se joue des tas de choses autour de cette chasse coopérative en termes de relations entre individus, de cohésion des groupes, voire de comportements reproducteurs. Et donc c'est quelque chose qui est déjà présent chez des primates non humains, mais qui, chez les hommes, a pris une dimension toute particulière, et on en parlera lors du dernier cours. Alors si manger de la viande présente un certain nombre d'avantages, et si c'est quelque chose qu'on aime bien, cette consommation de viande, et surtout la recherche de la viande dans l'environnement, présente aussi des coûts. Et ces coûts, c'est d'abord un coût en termes de temps et d'énergie. Pourquoi? Parce que la viande ne pousse pas sur les arbres, il faut l'attraper, et en général, elle n'a pas envie de se faire attraper. Donc il faut passer du temps, dépenser de l'énergie, et cette dépense de temps et d'énergie génère évidemment aussi des risques. D'abord, le risque d'un échec de la chasse. Si on ne réussit pas à attraper la viande qui court, eh bien, dans le fond, on a dépensé du temps et de l'énergie pour rien, et donc on aurait mieux fait peut-être de se contenter d'aliments moins riches en énergie, par exemple, mais plus faciles à acquérir pendant ce temps qui a été dépensé. Puis il y a aussi des coûts, enfin des risques qui sont liés à l'activité de chasse proprement dite, qui sont des risques de blessures, voire de mortalité. Tout dépend du type de viande qu'on veut attraper. Puis enfin, pour les hommes, je dirais actuels, des sociétés modernes, il y a des risques en termes de santé, de surconsommation de ces fameux acides gras saturés, et puis de la viande rouge. Vous lisez ça tous les jours dans la presse, et vous entendez ça dans les émissions de télévision qui sont spécialisées dans les conseils de santé. Alors, on va regarder maintenant un petit peu ce qui se passe chez
les hominidés au sens large. Mais avant de commencer avec les hominidés, je voudrais quand même souligner le fait que cette consommation de viande, au moins occasionnelle, elle existe chez des primates non hominidés. Alors, il y a des tas d'exemples qu'on peut citer. Ici, je vous montre deux photographies qui sont des photographies de singes capucins, qui sont des petits singes qui vivent en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et vous en voyez un à droite qui est en train de consommer un gros lézard. Et puis, je ne sais pas si la photo de gauche est très très claire, mais c'est le même genre de singe qui a capturé un petit rongeur et qui est en train de le consommer. Alors, je vais vous montrer, pendant ce cours, je vais vous montrer quelques vidéos. Et je vous préviens tout de suite que certaines sont assez quand même sanglantes, puisqu'il s'agit de viande. Mais enfin... Donc on va commencer par celle-là qui vous montre un babouin qui s'apprête à manger une petite antilope, malgré la présence de la mère qui fait tout pour essayer de la secourir. Et donc voilà, ces babouins qui sont des primates cercopithécoïdes terrestres, qui parcourent la savane, eh bien, quand ils trouvent un jeune animal, eh bien, ils sont très contents de le consommer. Donc là, on est assez loin des hominidés, mais on a un comportement de prédation tout à fait caractéristique, puisqu'il s'agit d'un animal vivant qui a été capturé et qui est consommé. Soit dit en passant, les babouins ne s'en tirent pas toujours si bien que ça, parce que vous allez voir qu'eux-mêmes sont consommés par les grands singes. En tout cas, les petits des babouins sont eux aussi consommés. Alors, les hominidés, autrefois, les hominidés, c'était l'homme et l'homme fossile. Alors, aujourd'hui, ce groupe des hominidés, cette famille des hominidés, s'est considérablement étendue. On groupe au sein des hominidés les chimpanzés, à droite le chimpanzé commun, Pan troglodytes, le chimpanzé dit nain ou pygmée, Pan paniscus, deux espèces qui se sont séparées il y a à peu près 2 millions d'années et qui représentent le groupe frère des hommes et des ancêtres directs de l'homme, avec une séparation qu'on estime sur des bases moléculaires autour de 7 ou 8 millions d'années. C'est une date qui est assez floue, je dirais. On a aussi des fossiles qui pointent dans cette direction pour les plus anciens représentants de notre lignée, qui est celle des hominines, et qui là ne concerne que les formes apparentés à l'homme depuis justement cette séparation entre les chimpanzés et les ancêtres de l'homme. Et puis en remontant plus loin dans cet arbre, on a la dichotomie entre le gorille et puis le groupe formé par l'homme et les chimpanzés, et puis plus loin encore dans le temps, l'orang-outan et puis les grands singes africains dont l'homme fait partie. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse, dans le fond, à cette consommation de viande chez les hominidés, chez les grands singes, et à ses diverses formes, et à la chasse qui est liée à cela? Eh bien, justement, à cause de cette dichotomie auquel on assiste, cette division entre chimpanzés d'un côté et hominines de l'autre, il y a 7 ou 8 millions d'années, parce que dans le fond, au sein de toutes ces espèces, les trois espèces qui montrent, j'allais dire, le plus d'appétence pour la consommation de viande, c'est justement l'homme actuel et ses ancêtres directs, le chimpanzé commun et le bonobo. Alors le bonobo, vous allez voir que c'est plus modeste, c'est moins spectaculaire, mais en tout cas, avec le chimpanzé commun et l'homme,
on a affaire à des espèces qui ont des comportements de chasse, et en particulier des comportements de chasse coopérative, organisés en groupe. Et évidemment, il est assez tentant de penser que l'ancêtre commun de toutes ces espèces avait déjà, peu ou prou, ces comportements. Et donc, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on va aller regarder ce que font les chimpanzés et les bonobos? Eh bien, parce qu'on essaie, à travers ça, de se faire une idée des comportements qui pouvaient exister chez les ancêtres les plus anciens des hominines, qui sont très proches de cette dichotomie. Alors, intéressons-nous donc à ces grands singes africains. Et évidemment, même si ces espèces consomment de la viande, alors par ordre d'intensité de ce comportement, il y a l'homme en premier, et puis ensuite il y a le chimpanzé commun, Pantroglodytes, qui vient quand même assez loin derrière en termes de consommation de viande, mais qui est, je dirais, dans le groupe des primates, la seconde espèce la plus encline à consommer de la viande. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, gorilles, chimpanzés, alors aussi bien chimpanzés communs que bonobos et puis orang-outans, sont quand même des formes qui sont beaucoup plus végétariennes que l'homme, et ça se traduit par notamment des adaptations anatomiques très différentes. Vous voyez déjà le format corporel est très différent, et il est très différent pas seulement parce que les hommes sont bipèdes, mais aussi vous voyez que le développement de l'abdomen est beaucoup moins important chez l'homme que chez ces autres hominidés, et ça c'est lié notamment au fait que le système digestif a une forme et une taille qui est très différente. Pour dire les choses très simplement, l'homme, donc qui est plus carnivore que le chimpanzé, eh bien, va avoir un intestin grêle qui est beaucoup plus long, mais par contre un côlon qui est réduit. Et les formes qui sont plus végétariennes, au contraire, vont avoir un intestin grêle qui est plus court et un côlon qui est beaucoup plus développé. Alors évidemment, il y a d'autres adaptations qui sont liées à ces différences et dont on parlera dans un cours suivant. Alors on va s'intéresser essentiellement aux chimpanzés communs et aux bonobos. Voici leur distribution. Alors c'est un peu difficile de dire la distribution actuelle parce que en fait toutes ces espèces sont très très menacées dans le milieu naturel, et donc leur territoire se réduit à vue d'œil, et il est certain que dans le passé, leur extension était beaucoup plus grande. Donc disons du Sénégal jusqu'à l'Afrique de l'Est, probablement qu'en remontant dans le passé, il y avait un continuum de peuplement de ces chimpanzés, plus ou moins, qui s'est réduit de plus en plus au fil du temps et qui malheureusement se réduit encore plus de façon accélérée aujourd'hui. Alors pour ce qui est du chimpanzé commun, donc Pantroglodytes, on distingue trois sous-espèces, trois grands groupes. Alors un groupe qui est un groupe occidental qu'on trouve en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, qu'on appelle les chimpanzés occidentaux, donc, et c'est la sous-espèce Pantroglodytes verus. Et je vous montrerai des données sur deux sites d'observation qui se situent dans cette zone-là. Un site qui est en Côte d'Ivoire qui s'appelle le site de Taille, de la forêt de Taille, où mes collègues de l'Institut Max Planck de Leipzig travaillent. Et puis, il y a un autre site dont je vous parlerai aussi, qui est au Sénégal, Fongolé, où on a des chimpanzés qui vivent dans un environnement assez particulier. Alors ensuite, on a une sous-espèce qui est une sous-espèce centrafricaine. C'est la sous-espèce Pantroglodytes troglodytes,
qu'on trouve au Cameroun, au Gabon, au Congo, et puis une forme orientale, Pantroglodytes schweinfurti, qu'on va trouver en République centrafricaine, en Ouganda, en Tanzanie, enfin dans toutes ces régions-là. Ça, c'est pour le chimpanzé commun. Et vous voyez une tache verte qui est la distribution du bonobo. Et donc ces bonobos, eux, vivent de l'autre côté du fleuve Congo, en République démocratique du Congo. Et ils ont été séparés de toutes ces sous-espèces de chimpanzés communs il y a probablement au moins 2 millions d'années. Et donc c'est cette séparation par le fleuve Congo pendant 2 millions d'années qui a donné naissance à deux formes du même genre, Pan, mais qui sont assez différentes en fait par leur anatomie et aussi par leur comportement. Pour ce qui est des gorilles, dont on parlera assez peu, puisqu'ils consomment quand même beaucoup moins de viande, vous le verrez, que les chimpanzés, on a essentiellement deux groupes qui correspondent d'ailleurs à deux espèces, entre guillemets, de gorilles. Le gorille occidental, Gorilla, qu'on va trouver essentiellement au Gabon, au Cameroun, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Et puis, le gorille de l'espèce Beringei, que l'on va trouver à l'est, donc des gorilles de montagne, et puis des formes qu'on trouve aussi dans les terres plus basses. Donc là, on est plutôt en Ouganda, au Rwanda, en République démocratique du Congo à nouveau. Alors, tant qu'on est avec les gorilles, je vais, si je peux dire tout de suite, régler la question de l'alimentation des gorilles. Donc, parmi tous ces groupes d'hominidés, les gorilles sont ceux qui sont les plus végétariens au sein des grands singes africains. Donc, ils se nourrissent essentiellement de fruits, de racines, de tubercules, de feuilles, de pousses de bambou, d'écorces d'arbres. Donc tout ça, c'est quand même de la nourriture qui est assez pauvre en énergie en général. Et donc ça explique le fait que parmi ces grands singes, ce sont eux qui ont ce format corporel tout à fait particulier et qui passent énormément de temps tous les jours pour manger, parce que, eh bien, il faut à peu près 8 ou 9 heures à un gorille pour absorber la quantité de nourriture nécessaire au maintien de son activité biologique. Alors, en bas de la liste, vous voyez qu'il y a aussi des insectes. Et vous verrez à la fin de mon exposé qu'on a quand même quelques indices qui suggèrent qu'en plus de tout ça, ils consomment un tout petit peu de viande quand même. Enfin, en tout cas, chez les gorilles, on ne connaît pas le type de comportement dont je vais vous parler maintenant à propos des chimpanzés communs. Alors, les chimpanzés communs, vous avez vu qu'on les trouve sur un territoire qui est très vaste. Et je dois dire que c'est assez difficile de dire des choses très, très générales sur ces chimpanzés. Pourquoi ? Parce que, alors, ils pratiquent tous, avec plus ou moins d'intensité et plus ou moins de succès, la chasse, la consommation de viande. Mais en fait, ce qui est très frappant quand on regarde toutes les études qui sont publiées sur le comportement des chimpanzés communs, c'est justement la variété, la diversité de ces comportements, leur complexité aussi. Vous savez qu'au cours des dernières décennies, dans le fond, on a graduellement découvert que c'était des primates qui étaient capables non seulement d'utiliser des outils, mais de fabriquer des outils, d'avoir des comportements assez complexes. Et les comportements de chasse font partie de ces comportements complexes. Et il y a des variations qui s'observent non seulement d'une sous-espèce à l'autre, mais au sein d'une sous-espèce, d'une population à l'autre. Et ces variations ne sont pas toujours liées aux conditions environnementales,
elle donne l'impression souvent d'être une forme de tradition. Hein. On a même utilisé le mot de culture chimpanzé, c'est-à-dire qu'il y a des habitudes que certains groupes ont et qui se transmettent d'une génération à l'autre sur des périodes assez longues et qu'on a du mal à interpréter, sinon en termes justement de tradition. Alors les chimpanzés, eux aussi, ont quand même une alimentation qui est essentiellement végétale. Voilà ici, là, à gauche, la nourriture. Alors ces pourcentages représentent en fait des temps consacrés à se nourrir de telle ou telle nourriture, parce qu'évidemment c'est assez compliqué d'aller peser ce que mange un chimpanzé sauvage. Mais ce qu'on peut faire, c'est l'observer, mesurer le temps qu'il passe à manger telle ou telle nourriture. Et ces observations, enfin celles qui sont présentées là, ont été faites dans un site d'observation qui est très très célèbre, qui se trouve en Tanzanie, qui est le site de Gombe, dont on va parler à plusieurs reprises. Donc je vous ai mis une petite carte, vous voyez où est-ce qu'il se trouve, complètement à l'ouest de la Tanzanie. Et donc vous voyez que, comme les gorilles, les chimpanzés mangent des fruits. Alors ils sont très orientés vers les fruits mûrs, et il y a des cycles saisonniers de consommation de différents fruits qu'ils peuvent trouver dans leur environnement. Donc des graines, des feuilles, des fleurs aussi, des pousses, des bourgeons, toutes sortes de choses comme ça. Et puis vous voyez que là, on a ajouté deux sections, donc insectes, ça c'est ce qu'on avait déjà avec les gorilles, et puis viande. Et ces proportions qui sont présentées là sur ce diagramme, ce sont des proportions qui sont des proportions observées un certain mois de l'année, qui est le mois de mai. Et je souligne le fait que, en fait, tout au long de l'année, et on va le voir en particulier pour la consommation de viande, eh bien, il y a des cycles de consommation de certaines nourritures. Et la consommation de viande, en fait, varie pas mal d'une saison à l'autre, et on pourra s'interroger là-dessus. Alors, avant de parler de la viande proprement dite, je voudrais faire une petite parenthèse à propos des insectes. Je vous ai dit que ces chimpanzés utilisaient des outils, donc je voudrais vous montrer une petite vidéo où on voit justement un chimpanzé qui utilise une espèce de baguette qu'il arrive dont il modifie la forme avec ses dents pour lui donner suffisamment de flexibilité, et qu'il va introduire dans le trou d'une termitière pour pêcher des termites. Donc il fabrique une tige très très souple qu'il enfile dans un trou de la termitière. Il attend que des termites viennent s'agglomérer dessus, et puis ensuite il retire la baguette et hop, il peut déguster ces termites. Il paraît que c'est pas mal, je connais des gens qui ont essayé. Il paraît que ça a le goût de cachou un petit peu. Alors cette pêche aux termites se pratique aussi, enfin les chimpanzés ont aussi des outils pour démolir les termitières, ce qui est un peu plus expéditif, donc on a aussi toute une gamme d'outils pour ça. Et puis il s'intéresse aussi aux fourmis et à d'autres insectes. Alors j'ai une petite vidéo aussi qui vous montre, alors cette fois-ci un gorille qui s'intéresse aussi aux termites. Vous allez voir que c'est un peu plus expéditif avec le gorille parce que lui, il ne les pêche pas, il démolit la termitière, et puis ensuite il va directement consommer ces termites sur des bouts de termitière ou des bouts d'écorce d'arbres qui portent ces insectes. Alors j'ai souligné déjà, et on va y revenir plusieurs fois, la diversité de ces comportements chez les chimpanzés. Et pour en rester à ce comportement de pêche aux termites,
c'est assez intéressant de voir qu'entre différents sites d'observation en Afrique, donc qui correspondent à des populations de chimpanzés différentes, eh bien, on va avoir des techniques différentes pour acquérir ces termites, et notamment cet usage de ces baguettes qui servent à piéger les termites dans les termitières, c'est quelque chose qui n'est pas systématique. On le trouve dans certains sites, Gombe par exemple, dont je vous ai déjà parlé, mais on a d'autres sites où les chimpanzés n'utilisent pas ces techniques-là, ils en utilisent d'autres, ils peuvent avoir, je vous ai dit, des outils pour creuser directement les termitières et consommer ces insectes. Alors, venons-en maintenant à la viande elle-même. Les chimpanzés donc consomment de la viande. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent un intérêt particulier non seulement pour les vertébrés, mais pour les mammifères en particulier. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui les intéresse le plus, si je peux dire, c'est la viande de petits mammifères. On va en voir plusieurs exemples. Et cette consommation de viande, comme le reste, varie beaucoup d'un groupe de chimpanzés à un autre. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré un diagramme où la consommation de viande au mois de mai était de 2%. Vous allez voir que ça varie au cours des saisons, mais ça peut monter beaucoup. Alors, ce site de Gombe, qui est en Tanzanie, c'est un site où les chimpanzés sont assez, j'allais dire, consommateurs de viande, plus que dans d'autres sites. On va voir un autre site d'observation qui s'appelle Ngogo, en Ouganda, où là, c'est vraiment des grands chasseurs. Et vous voyez quand même que, d'une façon générale, cette consommation de viande chez les chimpanzés, elle est, j'allais dire, très en dessous de ce qu'on observe chez des populations humaines de chasseurs-cueilleurs, même celles qui sont, j'allais dire, assez modestes dans leur consommation de protéines animales. Cela étant dit, au sein des populations de chimpanzés, il y a une grande variabilité de la quantité de viande consommée par les individus, et on a occasionnellement des individus qui arrivent à consommer des quantités de viande qui sont comparables à celles qu'on va trouver dans certaines populations humaines, et on va le voir avec les études isotopiques. Alors restons à Gombe pour voir un petit peu de quoi il s'agit, quelles sont les espèces qui sont consommées. Et vous voyez que dans ce diagramme qui est à gauche, on a une prépondérance des petits singes, et en particulier des singes colobes, qui sont particulièrement recherchés par les chimpanzés. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve pratiquement dans toutes les populations de chimpanzés, c'est cet intérêt pour les petits singes, et en particulier les colobes, à tel point que dans certaines régions où cette chasse aux colobes par les chimpanzés est particulièrement intense, eh bien, les populations de colobes sont menacées par les chimpanzés. Donc on a parfois des réductions très importantes du nombre des colobes dans ces endroits où les chimpanzés les chassent. Vous voyez à droite une photo de ces pauvres colobes, et puis aussi la proportion de colobes qui sont capturés. Alors on est toujours à Gombe. Il faut bien garder en tête que tout ce que je vous raconte là, à chaque fois, c'est pour un site particulier. Si on allait ailleurs, on aurait des chiffres différents. Vous voyez quand même que c'est quand même essentiellement les jeunes colobes, et même les très jeunes colobes, qui sont recherchés, qui sont capturés, parce qu'ils sont plus faciles à capturer, et occasionnellement, à peu près pour un quart, des adultes, et notamment des femelles, sont capturés et mangés par les chimpanzés. Alors ces colobes, cette chasse aux colobes est particulièrement intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est une chasse qui est une chasse généralement collective. C'est-à-dire qu'un chimpanzé tout seul a très peu de chances de pouvoir attraper un colobe, et c'est donc l'association
d'un groupe d'individus qui va permettre la capture d'un ou plusieurs colobes. À côté de cette chasse à ces petits singes, qui est une chasse organisée, eh bien, il y a aussi une consommation de petits mammifères qui sont, si je peux dire, que l'on peut trouver sur son chemin et que l'on consomme sans avoir à les chasser de façon extrêmement intense et organisée. Alors, ce sont des petits babouins, par exemple. Alors, vous avez vu que les babouins mangent des petites antilopes quand ils les trouvent. Les chimpanzés, quand ils trouvent un petit babouin, ils le mangent aussi. Ce sont aussi des petits porcelets sauvages. Hein. Alors, ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que les petits porcelets sauvages ont des mamans qui, en général, n'aiment pas trop qu'on mange leur progéniture. Mais enfin, s'il y en a un qui se fait attraper, il se fait manger. Et puis aussi, pas mal de petites antilopes qui, quand elles sont menacées, dans le fond, ont le réflexe souvent de se tapir dans l'herbe et de ne plus bouger. Ça marche, mais ça ne marche pas toujours. Et donc, si un chimpanzé les trouve, eh bien, elles se font manger. Je souligne ça parce que vous allez voir que la chasse organisée au colobe, d'une part, et puis, si je peux dire, le ramassage de petites proies de mammifères, d'autre part, c'est quelque chose d'assez différent sur le plan comportemental, parce que d'un côté, on a une chasse organisée qui est une chasse collective, de l'autre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus individuel, et puis aussi en termes de coûts et de risques, ce n'est pas du tout la même chose de bondir dans les arbres pour essayer d'attraper des colobes que de se promener et puis occasionnellement d'attraper un petit animal qu'on trouve sur son chemin. Alors, à quoi ressemble cette chasse organisée au colobe? Ça, c'est un film absolument très passionnant qui a été produit par la BBC et qui montre une chasse au colobe dans un site qui est en Ouganda, qui est le site de Ngogo. On va en parler plusieurs fois. C'est un site où les chimpanzés sont, j'allais dire, particulièrement bons dans la chasse au colobe. Et donc, dans ce site de Ngogo, il y a des groupes de chimpanzés qui partent comme ça en expédition à la recherche de colobes dans leur environnement. Et sont des groupes qui sont des groupes essentiellement de mâles adultes, mais il y a aussi des femelles qui peuvent se joindre. Donc, ils patrouillent dans la forêt jusqu'à ce qu'ils repèrent des groupes de colobes. Et là, ils vont avoir une stratégie extrêmement organisée pour les attraper. C'est-à-dire que les chimpanzés vont monter dans les arbres immédiatement sous le sommet de la canopée, en encerclant ces groupes de colobes. Et puis, donc, il y a une mise en place de ces chasseurs. Les meilleurs chasseurs se placent aux endroits qui sont stratégiques, si je peux dire. Et puis, il y a un des chimpanzés qui va être chargé, dans le fond, de faire fuir les colobes dans la direction de cette espèce de piège. Et évidemment, là, vous avez vu rapidement une image d'une mère colobe avec son petit. Ce sont en particulier les petits colobes qu'on va essayer de séparer des adultes pour les attraper et pour les manger. Donc voilà, un chimpanzé qui se lance à la poursuite des colobes. Alors, normalement, les colobes ont un poids évidemment beaucoup plus faible que les chimpanzés, et dans le haut de la canopée, normalement, ils devraient pouvoir leur échapper, mais surtout dans les endroits où cette canopée est discontinue, eh bien, les chimpanzés arrivent très très bien à les capturer. Alors les mâles colobes, vous voyez, se défendent, essaient d'agresser les chimpanzés pour les dissuader, mais évidemment, ils ne font pas vraiment le poids, parce qu'un chimpanzé, c'est beaucoup plus puissant qu'un mâle colobe. Donc vous avez vu ce que le chimpanzé fait avec le mâle colobe. Et puis, ils vont finalement réussir à isoler un jeune colobe qui a été séparé de sa mère,
et là, voilà, c'en est fini du petit colobe, donc il va se faire manger. Alors, c'est surtout le chasseur, c'est celui qui attrape le colobe qui va le consommer, avec quand même une forme de transfert de nourriture à d'autres individus du groupe, mais dans des conditions qui sont assez différentes de ce qu'on trouve chez les chasseurs-cueilleurs actuels, où le partage de la nourriture est quelque chose qui est extrêmement réglementé, normalisé. Là, c'est vraiment les chasseurs les plus doués, si je peux dire, qui vont avoir le bénéfice de la chasse. Alors, ces chasses durent, vous voyez, la plupart des chasses durent entre 5 minutes et puis un quart d'heure, 20 minutes, donc c'est quand même assez efficace en termes de capture de ces petits singes, mais ça peut se prolonger considérablement. Vous voyez qu'il y a des chasses qui peuvent durer jusqu'à 1 heure. Et vous vous souvenez de cette image où on voyait ce mâle colobe qui mordait un chimpanzé chasseur. Donc voilà, là on touche du doigt cette question de coût en termes de risque, parce qu'on peut être blessé par un colobe. Bon, moi, je n'ai jamais été mordu par un colobe, mais je n'ai pas envie. Je pense que ça doit être désagréable, même pour un chimpanzé. Et puis aussi cette durée qui peut être assez importante de la chasse, donc qui demande quand même une dépense d'énergie. Donc si au final ça ne marche pas, toutes les chasses ne sont pas couronnées de succès, eh bien on a dépensé pas mal d'énergie, de temps, et puis on a couru des risques, on peut être blessé pour rien. Alors cette chasse organisée aux petits singes, j'ai déjà évoqué le fait que c'était surtout le fait des mâles. Les femelles sont là, participent, mais de façon beaucoup moins marquée. Et comme ce sont essentiellement les bons chasseurs, ceux qui capturent les proies qui s'en nourrissent, eh bien, quand on étudie la composition alimentaire à l'intérieur d'une population de chimpanzés, ce qu'on observe, c'est que les individus qui se trouvent sur des valeurs isotopiques élevées de l'azote 15 et sur des valeurs aussi un peu décalées vers des valeurs plus hautes du carbone 13, eh bien, ce sont à la fois les individus qui sont les meilleurs chasseurs et puis principalement des mâles. Alors, cette étude, c'est une étude qui a été menée par une de nos étudiantes de 3e cycle il y a quelques années et qui a analysé le collagène des ossements de chimpanzés qui viennent de cette population de la forêt de Taï qui est en Côte d'Ivoire. Et donc, on a eu accès à des individus, j'allais dire qu'on connaissait par leur nom, puisque les gens qui les observent leur donnent des noms, donc on avait leur pédigré, leur sexe, on avait des observations directes quand ils étaient en vie, parce que quand ils arrivent chez nous, ils sont morts. Et donc on avait énormément d'informations, et avec nos collègues primatologues, on a pu mettre en évidence ce phénomène. Et je vous disais tout à l'heure que les chimpanzés, d'une façon générale, consomment beaucoup moins de viande que les chasseurs-cueilleurs, j'allais dire, les plus courants. Mais ces meilleurs chasseurs de la population de taille ont des valeurs isotopiques en azote 15 qu'on peut trouver dans des populations humaines. Donc ce sont quand même des individus qui consomment beaucoup de viande, enfin. Il y a quelque chose qui se joue non seulement autour du comportement différent des mâles et des femelles dans ces chasses, mais aussi autour du nombre d'individus qui participent à ces chasses, et notamment du nombre de mâles.
je vous l'ai dit, un chimpanzé tout seul a très très peu de chances de pouvoir capturer dans la canopée un petit colobe. Et on voit un taux de réussite de ces chasses, alors ici c'est l'exemple de Ngogo, qui varie directement en fonction du nombre d'individus mâles qui participent à la chasse. Donc quand on a, disons, au-dessus d'une vingtaine d'individus qui participent à la chasse, les colobes n'ont aucune chance. Vous voyez, le taux de réussite à Ngogo des chasses qui impliquent plus d'une vingtaine de mâles, c'est quasiment 100%. Donc là, ils sont sûrs d'en attraper au moins un. Et d'ailleurs, dans ces chasses à Ngogo, en général, au cours d'une chasse, il y a plusieurs individus qui sont capturés et consommés par les chimpanzés. Et puis, on a aussi, à droite, vous voyez, un nombre de proies tuées donc, qui est de plus en plus grand en fonction du nombre de mâles dans les groupes. Alors, ce nombre de mâles dans les groupes, il varie parce que, d'abord, tous les groupes n'ont pas le même ratio mâle-femelle, et puis aussi parce que ces populations de chimpanzés, dans le fond, au cours de l'année, je vous ai parlé déjà du cycle des saisons, de la quantité de fruits mûrs qui étaient disponibles, ces chimpanzés vont, au cours de l'année, tantôt se regrouper en nombre assez important, tantôt, au contraire, se disperser en groupes plus petits. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles aussi il y a des variations de l'intensité de la chasse et du succès de la chasse au cours de l'année. Alors, par exemple, à Gombe, vous voyez que le nombre de petits singes qui sont tués, capturés, varie au cours de l'année, avec une prépondérance de cette chasse pendant la saison sèche. Vous voyez qu'autour du mois de juillet, août, septembre, c'est là que le nombre de proies tuées est le plus important, avec une période beaucoup plus basse en termes d'intensité de la chasse entre janvier et le mois de mai. Alors ces variations de taille des groupes, du nombre de mâles dans les groupes, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les primatologues. On essaie de comprendre pourquoi il y a ces variations de taille. Et évidemment, on s'intéresse à toutes ces questions aussi du point de vue évolutif, parce qu'on a chez les hommes et chez les hominidés des choses qui sont comparables. On a aussi des groupes de chasseurs-cueilleurs qui tantôt se réunissent en groupes assez importants et tantôt, au contraire, vont se séparer en petits groupes dans des cycles qui sont des cycles annuels. Deux chercheurs, Gilby et Wrangham, qui se sont particulièrement intéressés à ces problèmes d'intensité de la chasse et de variation du nombre de mâles impliqués à Gombe, alors ont montré qu'effectivement, eux aussi, ils observent le fait que plus il y a de mâles impliqués dans ces groupes de chasseurs, plus il y a de chasses qui sont entreprises et plus elles vont être couronnées de succès. Et Gilby et Wrangham ont regardé ce qui se passait au cours de ces cycles annuels en termes de nourriture non carnée, et notamment de la consommation des fruits. Et elles ont observé quelque chose d'assez intéressant, c'est ce qu'on voit sur le diagramme de droite, c'est que quand ce fruit qui s'appelle Pseudopondias microcarpa, qui est un fruit qui est particulièrement recherché par les chimpanzés, quand il est mûr, qui est particulièrement riche en énergie. Donc quand il y a au cours de l'année une augmentation saisonnière de ce fruit, eh bien c'est là que, dans le fond, les chimpanzés vont se montrer les plus nombreux, c'est là qu'il va y avoir le plus grand nombre de mâles dans les groupes, et c'est là que aussi ces chasses vont être entreprises avec beaucoup de succès. Alors c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que, bon, dans le fond, on comprend bien pourquoi
ces groupes plus importants se constituent quand il y a une nourriture abondante et de qualité. C'est assez simple à comprendre. Quand la nourriture est rare et plus difficile d'accès, les populations de chimpanzés ont avantage à se disperser en petits groupes pour exploiter au maximum l'environnement, puis notamment parce que les populations de chimpanzés, enfin les sociétés de chimpanzés, sont des sociétés qui ne sont quand même pas très, fraternelles, hein. Donc il y a une compétition entre individus, il y a un certain degré d'agressivité, notamment les femelles ont plutôt intérêt, quand il n'y a pas beaucoup de nourriture, à se retrouver séparées dans des petits groupes si elles peuvent avoir accès à ce qui se mange, que de se retrouver en compétition avec des mâles nombreux quand la nourriture est rare. Donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend assez bien. Mais maintenant, pourquoi, quand il y a beaucoup de nourriture végétale, les chimpanzés vont se mettre tout d'un coup à chasser encore plus que d'habitude les petits singes? Alors l'idée que Gilby et Wrangham ont défendue, c'est que, en fait, tout cela est lié justement à ces facteurs de risque et de coût qui sont liés à la chasse. Et l'idée que souvent on a, c'est que, dans le fond, c'est quand la nourriture disponible est peu abondante ou de qualité faible que l'on va être tenté de prendre des risques pour trouver une autre nourriture. Et ça, c'est probablement ce que l'on observe généralement chez les petits mammifères. Et leur idée, c'est qu'en fait, quand on a affaire à des mammifères de plus grande taille, comme nos chimpanzés, eh bien, on a aussi, dans les circonstances où la nourriture de qualité est abondante, eh bien, une propension à développer ces chasses qui sont des comportements risqués. Pourquoi? Parce que, dans le fond, si vous êtes sûr d'avoir de la nourriture de qualité de toute façon en abondance, eh bien, dans le fond, il est moins risqué d'aller perdre son temps à courir derrière les petits singes colobes, parce que de toute façon, le risque, d'une certaine façon, est réduit, en tout cas, il est contrebalancé par la présence d'une nourriture abondante. D'accord ? Et donc, comme en même temps, on a ces grandes coalitions de mâles qui se trouvent réunis dans ces saisons-là, c'est peut-être à cause de cela que la chasse est beaucoup plus intense dans des périodes d'abondance de nourriture végétale. Donc, je vous l'ai dit, c'est surtout une affaire de mâles, mais il ne faut pas quand même complètement oublier les femelles. Et donc, les femelles participent à ces chasses collectives, en tout cas, elles les suivent. Et puis, on sait aussi que les femelles, elles aussi, consomment de la viande, même si c'est un peu moins que les mâles qui sont de bons chasseurs. Et on a étudié dans certains sites, à Gombe, encore une fois, qui est un site qui est très, très étudié, on a étudié quel genre de proie, dans le fond, les femelles mangeaient. Et c'est très intéressant parce que j'ai insisté sur le fait que cette consommation de petits mammifères, c'était quelque chose qui était centré énormément sur les petits singes, sur les colobes en particulier. Eh bien, ça, c'est ce que l'on voit comme image générale du comportement de ces chimpanzés communs. Maintenant, quand on regarde ce que spécifiquement les femelles attrapent et tuent, eh bien, ce sont plutôt justement ces petits mammifères qui ne demandent pas la formation de groupes importants de chimpanzés avec des chasses organisées, coordonnées pour les capturer. Vous savez, c'est ces petits animaux dont j'ai dit, on peut les trouver sur son chemin, les attraper et puis les manger. Et donc, les femelles en particulier tuent de façon beaucoup plus abondante des petites antilopes comme celles que mon babouin mangeait tout à l'heure, alors que vous voyez que le nombre de chimpanzés, le nombre de petits singes arboricoles comme les colobes, qui sont représentés en noir sur son diagramme, sont beaucoup moins nombreux
parmi les proies qui sont tuées et consommées par les femelles, alors que les petites antilopes sont assez nombreuses. Alors, évidemment, on a essayé de comprendre pourquoi les femelles étaient moins impliquées dans la chasse collective, et pourquoi elles étaient plus portées à consommer ces petits mammifères qu'elles pouvaient trouver seules, si je peux dire. Alors, on a avancé plusieurs arguments, plusieurs interprétations, et vous voyez tout de suite que, évidemment, tous ces débats, ils s'inscrivent dans cette idée qui est un peu remise en cause aujourd'hui, de l'homme chasseur, c'est-à-dire l'idée que ce sont les mâles qui vont attraper le gibier, et puis les femelles, elles restent à la maison pour faire des enfants. Et donc, ce modèle qu'on a, c'est le Man the Hunter, c'est même le titre d'un ouvrage qui a été très, très critiqué, eh bien, on l'a transposé dans le monde des chimpanzés. Alors, en fait, on a remarqué que ces femelles chimpanzés, le fait qu'elles soient accompagnées de petits qu'elles portent sur elles, apparemment, ce n'est pas un facteur qui les empêche de chasser. Donc, ce n'est pas ça qui va les empêcher d'attraper une petite antilope. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même chez elles un évitement du risque qui est plus important que ce qu'on trouve chez les mâles. Donc elles ont tendance à aller vers la consommation de mammifères, je dirais, low cost, low risk. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on trouve aussi chez les hommes. D'une façon générale, chez les hommes, les mâles sont, j'allais dire, plus portés au comportement à risque que les femelles. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui explique que les mâles ont une espérance de vie plus réduite. Et alors, dans les sociétés modernes, les comportements de risque, c'est la conduite automobile, l'alcool, la cigarette, etc., et d'autres bêtises que les mâles font pour plaire aux femelles. Mais c'est quelque chose, curieusement, qu'on observe aussi chez chimpanzés. Et alors, il y a un autre facteur, évidemment, qui est aussi, alors lui, qui est particulier à ces sociétés de chimpanzés, dont je vous ai dit qu'elles n'étaient pas forcément toujours très confraternelles, c'est que ces femelles, quand elles réussissent à attraper un petit colobe, quand elles participent à une de ces chasses collectives, bien quand même, elles ont une grosse probabilité de se le faire prendre par un mâle dominant plus puissant qu'elle. Et donc, voilà des nombres qui vous montrent la probabilité qu'une carcasse soit dérobée à une femelle par un mâle en fonction du nombre de mâles présents dans le groupe. Donc, vous voyez, dès qu'il y a plus que 3 ou 4 mâles, c'est terminé. Elles n'ont pas vraiment intérêt à participer à ces opérations collectives parce que finalement, elles ont un gros risque de se faire déposséder de cette proie qu'elles pourraient tuer. Alors, tout n'est pas perdu pour les femelles quand même, puisque je vous ai dit, elles arrivent quand même à attraper ces petits animaux, pas dans les chasses collectives, mais plutôt sur le sol. Puis alors, une fois la chasse achevée, vous avez vu qu'il y a un partage. Alors, j'utilise le mot partage, mais ce n'est pas un vrai partage en fait. Mais disons qu'il y a un transfert de nourriture des chasseurs qui ont tué le petit colobe vers d'autres membres du groupe. Alors, ce transfert de nourriture, j'hésite à utiliser le mot partage parce que souvent, c'est plutôt un transfert passif, c'est-à-dire que dans le fond, une fois qu'un individu a mangé une bonne partie d'une carcasse d'un de ces petits singes, eh bien, il va laisser un autre individu du groupe en manger aussi sans se montrer agressif à son égard. Donc c'est ce qu'on peut appeler un transfert passif, mais il y a aussi des cas où un des chimpanzés qui consomme la viande, comme ceux que vous voyez là, va dans le fond
répondre aux sollicitations d'un autre individu qui demande, j'allais dire mendie, une partie de cette proie. Et puis, il y a aussi des cas de figure où, spontanément, les chimpanzés peuvent donner une partie de cette viande à un individu qui n'a pas tué la proie. J'allais dire, d'une certaine façon, et ça a été montré par de nombreuses expériences sur les comportements des chimpanzés, les chimpanzés peuvent se montrer coopératifs au sein d'un groupe jusqu'à un certain degré, qui est quand même nettement plus faible que ce qu'on observe chez des hommes, même des jeunes enfants, j'allais dire aussi longtemps qu'il n'y a pas de la nourriture en jeu. Mais dès qu'il y a de la nourriture en jeu, ça devient assez compliqué de faire coopérer des chimpanzés dans des dispositifs expérimentaux. Alors, une des questions qui se pose, évidemment, c'est pourquoi les chasseurs qui ont tué un animal vont laisser un autre individu le consommer ou donner plus ou moins spontanément ou pas de la viande à un autre individu du groupe. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées. Une, c'est sex against meat, hein, c'est-à-dire, dans le fond, on donne de la viande aux femelles parce que elles seront gentilles plus tard avec cet individu-là qui a donné de la viande. Et puis aussi, on s'est rendu compte que les chasseurs qui ont à leur disposition de la viande vont en donner à des individus qui sont des individus alliés au sein du groupe de chimpanzés. Encore une fois, ce sont des groupes qui sont quand même soumis à un degré d'agressivité, de violence qui peut être assez extrême. Hein. On a des cas d'assassinat, de meurtre de chimpanzés, parfois fomentés par plusieurs autres individus au sein d'un groupe. Donc ce sont des interactions qui peuvent être assez violentes. Et donc il est important d'avoir, dans le fond, une espèce de réseau d'alliés au sein du groupe. Et donc ce partage de la nourriture, ce transfert de nourriture, fait peut-être partie de ce processus. Alors ces différentes hypothèses ne s'excluent pas mutuellement. Hein. C'est-à-dire, pour résumer, l'idée c'est de se faire des copains et des copines en donnant de la viande, en se disant que plus tard, les uns et les autres pourront être utiles. Alors pour finir avec la chasse des chimpanzés et cette question du rapport mâle-femelle, je voudrais vous présenter un groupe de chimpanzés particulier qui est un groupe de chimpanzés de la région de Fongoli au Sénégal. Et ces chimpanzés, ils nous intéressent particulièrement parce qu'ils vivent dans un environnement qui est un environnement très différent des chimpanzés de Thaï ou des chimpanzés de Gombe ou de Ngogo. Ce sont des chimpanzés qui vivent, et vous le voyez sur cette photo, dans des savanes arborées. Donc là, il n'y a pas de canopée, il n'y a pas de grands arbres pour poursuivre les colobes. Et dans le fond, ces chimpanzés qui vivent dans ces milieux de savane, on les connaît beaucoup moins bien dans leur comportement que les autres, hein, parce qu'il y a moins de sites d'observation. Et pourtant, du point de vue de la comparaison avec les hominines, c'est eux qui nous intéressent le plus, parce que les ancêtres des hominines, dans leur évolution vers le genre Homo, ont été exposés à des environnements de ce type, et on a tout un attirail d'explications à propos de l'origine des comportements humains qui sont liés justement à l'adaptation au milieu ouvert, à l'absence d'arbres, à la libération par rapport aux arbres et à toutes les choses qu'on a été obligé de faire pour survivre dans ces milieux. Alors dans cette région de Fongoli, on a récemment
décrit des comportements qui sont des comportements tout à fait, je dirais, remarquables. Par exemple, ces chimpanzés vont s'abriter dans des grottes. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement observé ailleurs, mais qu'on observe avec ces chimpanzés. Et puis, ils font aussi autre chose, c'est que dans ces chasses aux petits mammifères, ils vont utiliser ce qu'on est obligé d'appeler des armes, et qui ressemblent en fait à des espèces de petites lances qu'ils utilisent pour transpercer des proies. Et ce qui est remarquable aussi avec ces chimpanzés de Fongolie, c'est que dans cette région-là, dans ce groupe-là de chimpanzés, les femelles participent, non seulement participent, mais se montrent extrêmement expertes dans cette chasse avec ces armes qu'elles fabriquent, et même d'une façon qui est très nettement contrastée par rapport à ce que font les mâles. Alors voilà une petite vidéo qui vous montre une femelle qui monte dans un arbre avec une de ces, entre guillemets, lances qu'elle a fabriquées et qu'elle va introduire dans un tronc d'arbre pour capturer le petit animal que vous voyez en bas à gauche de l'image, qui s'appelle un galago et qui est un petit primate prosymien qu'on trouve au Sénégal. Et donc, voilà, cette femelle sait se servir avec beaucoup de dextérité de cette, entre guillemets, de cette lance, d'ailleurs qu'elle modifie au cours de sa chasse pour pouvoir capturer cet animal. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. Alors voilà une collection de ces objets plus ou moins pointus qui ont été récoltés à Fongolie par les primatologues. Alors, il y en a qui ressemblent vraiment à des lances, il y en a qui sont un peu tordus, un peu mal fichus. Ce que raconte la primatologue qui étudie ces chimpanzés, c'est que c'est plutôt les mâles qui font des trucs un peu mal fichus. Mais le fait est que ce qui est intéressant, c'est que à Fongolie, quand on regarde la proportion de mâles et de femelles qui chassent, et Fongolie est complètement à gauche, hein, on voit que, en tout cas pour ce qui est de cette chasse avec ces armes, il y a une proportion égale de mâles et de femelles qui pratiquent ce type de chasse. Et on a en gros quelque chose qui correspond au sexe ratio qu'on observe dans cette population-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui est complètement différent de ce que l'on a observé ailleurs avec nos chimpanzés qui vivent dans la forêt. Et regardez complètement à droite, vous avez l'exemple de Ngogo, donc ce site qui est en Ouganda. Vous voyez qu'à Ngogo, on est à 98% de mâles qui chassent et qui arrivent à attraper des animaux contre seulement 2% de femelles. Alors ça, c'est un cas complètement extrême. Dans d'autres sites comme à Taï ou à Gombe, cette proportion de femelles est un peu plus élevée quand même. Mais Fongolie, de ce point de vue-là, est tout à fait remarquable. Et alors, évidemment, comme ce sont des chimpanzés de savane et que les premiers hominines ont évolué dans la savane, eh bien, on s'est évidemment empressé de dire que peut-être que ces chimpanzés-là représentaient un meilleur modèle pour les hominines les plus anciens, plutôt que ceux qui vivent dans des milieux forestiers. Alors, quand même, même à Fongolie, on voit quand même toujours cette différence vis-à-vis du risque entre mâles et femelles. C'est-à-dire que donc les femelles sont très bonnes pour attraper ces petits galagos avec leurs petites lances, qu'elles les transpercent dans ces troncs d'arbres. On peut aussi les attraper d'une autre façon. Hein. Mais vous voyez que donc les femelles sont en bleu. Et puis, on voit quand même que dès qu'il s'agit de proies qui sont des proies, je dirais, plus grosses et puis aussi plus agressives,
là, on retrouve la situation qu'on a dans d'autres sites où les chimpanzés sont observés. Donc les singes vervettes, qui sont des petits singes, ce ne sont pas les colobes, ce sont d'autres petits singes. On voit que les mâles sont quand même ceux qui attrapent le plus de petits singes. Pareil pour les petits babouins. Donc là, on retrouve cette différence de comportement en termes de prise de risque dans la chasse. Alors pour finir, je voudrais vous parler d'un dernier sujet qui est un petit peu délicat, qui est celui du cannibalisme et de l'infanticide chez les chimpanzés. Alors, les chimpanzés communs, je vous ai dit, vivent dans une société qui est quand même assez agressive, qui est assez territoriale aussi. Et ce qu'on observe de façon régulière, ça a été observé en particulier à Gombe, c'est que régulièrement, les chimpanzés patrouillent au périmètre de leur territoire, de leur groupe, et de temps en temps, un groupe de mâles va faire une expédition dans le territoire d'un groupe voisin et donc attaquer ces chimpanzés, surtout quand ils sont isolés et en petit nombre. Et donc là, vous voyez par exemple une femelle d'un groupe voisin qui est prise à partie par 3 mâles, donc elle est plutôt mal partie, mais elle va réussir à s'échapper. Mais tout le monde n'a pas la même chance. Et donc, dans ce film, vous allez voir un petit chimpanzé, enfin un chimpanzé juvénile, qui malheureusement ne va pas réussir à échapper à ses agresseurs, qui vont le capturer, qui vont le tuer et qui vont le manger. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà observé de façon régulière. Dans ces guerres entre chimpanzés, eh bien, les jeunes individus qui sont capturés sont mangés, sont consommés. Là aussi, c'est intéressant de comparer avec ce qui se passe chez les hominines, parce qu'on a des exemples chez des hominines anciens de consommation de jeunes individus. Alors, bon, toujours des collègues qui sont assez empressés pour expliquer ça en termes de comportement rituel, symbolique, etc. Mais il y a aussi cette possibilité que, surtout pour les formes anciennes du Pléistocène inférieur, on ait une forme de cannibalisme agressif, qui consiste à aller manger les enfants des voisins. Alors donc, je vous ai beaucoup parlé des chimpanzés communs, et vous devez vous demander ce qui se passe avec ces pauvres bonobos qui vivent de l'autre côté de la frontière naturelle que constitue le fleuve Congo. Alors ces chimpanzés pygmées, ces chimpanzés nains, ces bonobos, représentent une espèce, je vous l'ai dit, qui s'est séparée des chimpanzés communs il y a environ 2 millions d'années. C'est un modèle qui est très différent, un modèle de société qui est très différent de celui des chimpanzés communs. Ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus, d'une certaine façon, pacifiques, qui ne montrent pas le même degré d'agressivité interindividuelle, sont aussi des sociétés dans lesquelles on n'observe ni le cas d'agression létale qu'on observe chez les chimpanzés communs, mais dans lequel on n'observe pas non plus, en tout cas à l'état sauvage, des chasses organisées comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure à Ngogo. Mais sont des sociétés qui sont des sociétés où on a d'abord une dominance des femelles, et donc les groupes sont des groupes qui sont dominés par des associations de femelles qui, si je peux dire, gardent les mâles sous contrôle grâce à des alliances qu'elles nouent entre elles, en particulier grâce à
une utilisation du sexe, si je peux dire, pour à la fois créer ces alliances et puis aussi résoudre les tensions, on va dire ça comme ça. Donc, chez les bonobos, il n'y a pas d'agressivité parce qu'on fait plutôt l'amour que la guerre. Et donc, quand il y a beaucoup de stress, beaucoup de compétition, en général, ça se termine comme à gauche. Et, soit dit en passant, il s'agit de 2 femelles, hein, et elles, d'ailleurs, soit des mâles ou des femelles, ça se passe dans toutes sortes de positions, mais de façon intéressante, souvent face à face, comme ça, ce qui est aussi un caractère assez, je dirais, humain que l'on peut trouver chez ces chimpanzés. Alors, je vous ai dit donc que ces bonobos qui ont ce comportement tout à fait intéressant, ils ne pratiquent pas des chasses coopératives, mais ils consomment quand même, eux aussi, de la viande. Et il y a quelques années, il y a un de mes jeunes collègues qui s'appelle Misha Hofreiter, qui a publié une étude très intéressante parce que, dans le fond, on souffre du manque d'observation sur les bonobos sauvages. Les premiers bonobos sauvages, les premiers spécimens qui ont été capturés, ramenés en Europe, c'est dans les années 1920, hein, donc c'est quelque chose d'assez récent. Et puis, ils vivent sur un territoire qui est beaucoup plus petit que celui des chimpanzés communs. Donc, dans le fond, on connaît très peu de choses sur, j'allais dire, sur la psychologie et sur le comportement des bonobos dans la nature. On le connaît peut-être plus dans les zoos. Et donc, Hofreiter, il a eu l'idée d'étudier les traces d'ADN que l'on pouvait trouver dans les excréments de bonobos collectés dans la nature, pour essayer de voir si on ne trouvait pas, dans le fond, des traces d'ADN de petits mammifères qu'ils auraient pu consommer. Et vous avez à droite des photos d'espèces qui ont été consommées par les bonobos qu'Hofreiter a étudiés, et vous voyez qu'on trouve à peu près la même chose, c'est-à-dire des petits prosimiens, donc ça rappelle les galagos du Sénégal, des petites antilopes, et puis des petits singes aussi. Alors, même s'il n'y a pas de chasse organisée très violente comme celle qu'on a vue tout à l'heure, donc ces bonobos consomment quand même des petits singes. Et alors, dans cette étude, Hofreiter a aussi comparé des échantillons qui venaient de gorilles. Hein. Et pourquoi il a utilisé ça? Parce que, dans le fond, une des questions qui se posait à propos de cette présence d'ADN de petits mammifères dans les excréments de ces bonobos, c'était est-ce que ce n'est pas des erreurs de manipulation en laboratoire qui, dans le fond, vous savez, dans ces laboratoires, on étudie l'ADN de pas mal d'autres animaux, et notamment de chimpanzés. Et donc, Hofreiter s'est dit, en prenant comme point de comparaison des gorilles qui sont des ultra-végétariens, je suis tranquille, je pourrais montrer que ce n'est pas de la pollution qui s'est produite en laboratoire. Eh bien, figurez-vous qu'il a aussi trouvé des traces d'ADN, alors beaucoup moins abondantes que chez les bonobos et beaucoup moins abondantes que chez les chimpanzés communs, dans des excréments de gorilles. Et donc, ça suggère que même si dans la nature on n'observe pas ça, en tout cas les primatologues ne l'observent pas, mais probablement que les gorilles aussi consomment des petits mammifères. Et bon, son argument pour, dans le fond, réfuter l'hypothèse de la pollution au laboratoire, c'est que les espèces dont l'ADN était trouvé dans des échantillons venant de différentes régions correspondaient bien à des espèces qui étaient présentes dans ces différentes régions. Et donc, c'était assez difficile d'expliquer ça par le hasard. Alors, pour en finir avec les gentils bonobos, je voudrais vous montrer une dernière vidéo qui est un peu triste, mais qui vous montre une femelle bonobo qui est en train de consommer de la viande et qu'elle partage même avec d'autres individus. Et ce qu'elle consomme, eh bien, c'est un de ses propres petits. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment interpréter. Les gens qui ont fait cette observation
ne savent pas dans quelles circonstances est mort ce petit. A priori, on n'a pas de raison de penser que c'est la mère qui l'a tué, mais le fait est que cette mère est en train de cannibaliser son propre petit et de partager la viande avec d'autres individus du groupe. Donc, tout n'est quand même pas idéal dans le monde des bonobos. Et donc, pour conclure, je voudrais souligner encore une fois le fait que c'est assez extraordinaire de voir cette appétence pour la viande chez ces primates, même si, encore une fois, on n'a pas vraiment de raison de penser que c'est une nourriture qui est indispensable à leur métabolisme. Mais vous avez vu que, bon, c'est une nourriture qui présente un certain intérêt, et aussi, dans le fond, qu'il y a une fonction sociale, encore une fois. C'est quelque chose qui a un rôle dans la structuration de ces groupes de chimpanzés communs, en particulier, à travers des transferts de nourriture qui sont une partie des échanges entre les individus et qui, dans le fond, consolident des liens entre ces individus. Alors, d'une façon qui est extrêmement, je dirais, primaire et brutale souvent, mais dans le fond, c'est une préfiguration de ce qu'on va voir chez les hominines. Et j'ai souvent souligné ça dans mes cours précédents. Les sociétés humaines, même les sociétés humaines anciennes, sont des sociétés de partage, et c'est ce comportement de partage qui, dans le fond, structure nos sociétés humaines avec des transferts de nourriture entre générations et entre individus aussi. Je vous remercie pour votre attention.